atteint des sommets nouveaux chaque mois, où malgré tout, on ne voit pas de changement de politique pénale, ou politique pénale qui reste axée sur des postures idéologiques plutôt que de se baser sur les résultats de la recherche et des données probantes. Il nous semble d'autant plus important aujourd'hui de se retrouver, de réfléchir ensemble à ce qui est possible de mettre en place pour penser différemment le sens de la peine et la justice pénale de manière générale. Donc, je remercie Benoît Tess de la FSU d'être présent aujourd'hui, secrétaire général de la FSU, à qui je laisse la parole. Merci Estelle, je ne vais pas faire long non plus parce que on a beaucoup de travail et il y a un chantier important aujourd'hui. Je voulais vraiment remercier le SNEPAP d'organiser ce type de colloque et remercier nos intervenantes et intervenants. Dans la période, on a vraiment besoin de ça. Un syndicat, ça sert à défendre évidemment un métier, ça sert à défendre les conditions de travail, de salaire, etc. des collègues, mais ça sert aussi à changer la société. Ça sert à changer la société en partant des préoccupations métiers, en partant des préoccupations des collègues. L'interrogation sur le sens des métiers. Et aujourd'hui ici, le sens de la peine de probation, le sens de ce qu'on fait, le sens profond de la justice, l'honneur de nos métiers également, c'est typiquement ce qui est à la base du syndicalisme FSU. Nous, on veut pas différencier les revendications catégorielles des revendications qui seraient plus sociales, sur l'organisation de la société, sur la justice sociale et sur la justice en général. C'est une seule et même action. C'est tout l'intérêt d'avoir un syndicat qui se préoccupe des métiers, qui est ancré dans des métiers, mais qui le fait au nom de l'intérêt général. Et aujourd'hui, ce qu'on fait là, c'est aussi pour peser sur la politique qui va être menée. Alors évidemment, on n'a pas le vent dans le dos. Les vents sont mauvais en ce moment. L'ordre, dit Retailleau, l'espèce de ritournelle sur une forme de sécuritarisme, d'autoritarisme qui est sans cesse rabâché. Et nous qui sommes renvoyés quelque part dans le camp des bisounours, de ceux qui veulent pas voir qu'il faudrait serrer la vis, etc. Tout ça, on l'a devant nous. Ça doit nous inciter à redoubler d'efforts justement pour réfléchir sur le fond concrètement, sans angélisme, sans non plus verser dans le sécuritarisme, en ayant une vision véritablement équilibrée de ce que peuvent apporter nos métiers à la société. C'est aussi défendre nos métiers que de faire ça. Et donc, je pense que c'est totalement le rôle, et ça doit même être développé, d'un syndicat. Je pense que les syndicats, ils ont vraiment vocation à être le creuset de ces réflexions. Et en tout cas, donc, merci à nos intervenantes et intervenants, parce que tout ça va nous nourrir. C'est enregistré, évidemment, donc on va avoir aussi une possibilité de rediffuser tout ça, de se servir de ça comme base à une réflexion future. Et c'est typiquement ce que veut faire la FSU, c'est son projet syndical. Et donc, bonne journée, bonne colloque à toutes et tous. Merci Benoît. Moi, je suis Annabelle Boucher. Je suis donc au SNEPAP, mais conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Alors, je vais vous dire des choses beaucoup moins profondes que nos secrétaires généraux. Donc, question de timing. On va organiser une pause ce matin aux alentours de 10h45. Et ensuite, ce midi, c'est aux alentours de 12h30 qu'on arrêtera le colloque. Vous aurez de quoi vous restaurer. On a des camarades qui seront là pour vous accueillir sur le temps des pauses. Pour ce midi, vous pouvez déjeuner autour, il y a des tas de choses, on est dans un quartier sympa. Il y a également le FIAP, qui est un restaurant administratif, qui est aussi juste à côté. Et puis après, sur la gestion dans cette salle, vous avez l'écran si jamais on est un petit peu trop loin pour les personnes qui sont au fond de la salle. Je vous invite aussi à venir faire un tour à la table des ouvrages qui se trouve là. Vous avez les dossiers du SNEPAP qui sont en consultation. Et puis l'Institut d'études et de recherche en droit et pour la justice a eu la gentillesse de nous transmettre tout un tas de documents, donc des recherches qu'ils font qui sont super géniales. Donc voilà, c'est dispo à côté. On remercie également la présence de nos partenaires, la BFM. Donc si vous avez besoin d'infos, vous voulez les voir. Leur stand est dans le petit couloir d'accès à la salle. Voilà, donc je remercie aussi, j'en profite, nos organisateurs, le SNUIPP qui nous accueille dans leurs locaux, et puis nos camarades qui gèrent la vision, donc Laura Lalardi et Christophe Pratt.
Merci beaucoup. Et puis, je pense à Virginie, à Alice et puis à Marianne également qui vous ont accueillis ce matin. On va commencer donc ce matin avec 2 tables rondes pour brainstormer. La première intitulée le Big Bang de la conférence de consensus, structuration des méthodes d'intervention. J'appelle donc l'animateur donc Christophe Pratt. Monsieur Pratt, si tu veux bien venir à la tribune. J'appelle également nos intervenants auprès de lui, donc Yann Morin et puis Sophie Desbruyères. Ensuite, après la pause, on reprendra avec une deuxième table ronde où on s'interrogera plus sur la science. Donc, pour une peine de probation efficace, quels seront les outils, les méthodes et les évaluations? Je vous remercie et je laisse la parole à la première table ronde. Bonjour à tous. Écoutez, d'abord, c'est un grand plaisir d'être là pour fêter un peu un anniversaire, les 10 ans de la conférence de consensus. Alors, vous avez vu le titre, le Big Bang de la conférence de consensus. Le Big Bang, c'est un petit peu loin. Donc, je vais vous inviter un petit peu à une rétrospective, voir un petit peu d'où on est parti pour comprendre un petit peu où on va, le chemin qui nous reste à parcourir. Alors, vous êtes prêts à faire ce petit voyage en arrière? Oui. Oui. Ok, alors on est prêt à démarrer. En préparant cette journée, moi je me suis rappelé une anecdote. Elle avait été reçue en audience par Isabelle Gors, qui nous racontait, avant de devenir DAP, elle avait été, je sais pas quel poste, mais elle était adjointe à Didier Lallemand, Didier Lallemand, qui était donc DAP à l'époque, et qui en arrivant dans l'administration pénitentiaire, avait dit mais quelle est la doctrine? Voilà, quelle est la doctrine? Je comprends pas bien. La doctrine lui semblait pas très lisible, très explicite. Et finalement, cette histoire de doctrine, moi, m'a beaucoup parlé. Je trouve qu'on va en parler aujourd'hui en revenant sur la conférence de consensus. Pourtant, une doctrine lisible, il y en avait eu dans le temps, c'était après-guerre, avec la réforme Amor-Kadin. Et la doctrine, en fait, elle reposait sur 3 piliers. Vous aviez d'un côté le socle théorique, avec la défense sociale nouvelle, Marc Ancel, etc. Vous aviez le socle, on va dire, opérationnel. C'était le régime progressif avec tout le champ de l'évaluation, les centres de triage, ensuite le CNO, et puis bien sûr la progressivité. Et puis vous aviez aussi, on va dire, le socle qui consistait à acculturer l'administration. Ça a été en 45 la création des centres d'études pénitentiaires à Fresnes avec Pierre Canin, qui a été en fait la vraie cheville ouvrière de la transmission de cette réforme. Et effectivement, s'il y en a eu cette doctrine très présente, qui a été vécue comme une bonne réforme par les pénitentiaires de l'époque, c'est vrai que depuis, finalement, les réformes étaient beaucoup moins lisibles. Et il me semble qu'on est dans un renouveau doctrinal avec la conférence de consensus. On a là aussi un socle théorique, c'est le Wadsworth, c'est le RBR. On a un socle, on va dire, d'opérationnalité. Ça a été le RPO, Sophie, tu nous en parleras. Et puis, on a eu aussi le socle de l'acculturation de l'institution avec la transformation profonde de l'ENAP avec Yann Morin qui nous en parlera. Alors, pour commencer, je vais vous présenter nos 2 intervenants, honneur aux dames, donc Sophie Desbruyères. Donc, Sophie, aujourd'hui, tu es à l'UMA de Rennes et à l'époque, tu étais rédactrice et chargée de mission au département de projet du SPIP, placé directement sous l'autorité d'Isabelle Gors, la DAP, et tu as œuvré à l'écriture du RPO, c'est notamment cette histoire que tu nous raconteras tout à l'heure. Yann, toi, et bien sûr, tu as été aussi secrétaire général du SNEPAP il y a quelques années. Il y a prescription. Il y a prescription, d'accord. Et Yann Morin, le fameux Yann Morin, le légendaire Yann Morin, qui est la voix de Schwarzenegger. Ouais, ça. Non, c'est de Homer Simpson. Donc Yann, Homer Simpson. Yann, aujourd'hui, tu es CEPIP dans le Lot-et-Garonne. Au moment de la conférence de consensus, tu étais CEPIP à la maison d'arrêt de Villefranche. Et 2 ans plus tard, tu rejoins l'ENAP, où tu as été une cheville ouvrière, un acteur majeur de la transformation de l'ENAP, notamment dans l'appropriation des savoirs criminologiques à l'époque. Voilà, donc vous êtes à la fois des témoins, mais aussi des acteurs de premier plan, et c'est un petit peu sur cette rétrospective qu'on va vous inviter un petit peu à nous replonger. Alors peut-être une première question à tous les deux.
finalement, rapidement, mais avant la conférence de consensus, finalement, en termes de doctrine et de savoir mobilisable, où on en était au niveau du SPIP. Qui veut répondre en premier? Honneur aux dames. Honneur aux dames, ben oui. Bon, il y a eu un avant et un après, on va en parler, hein, effectivement, la conférence de consensus. Il y a eu un avant et un après, mais je dirais qu'avant, il n'y avait pas rien. D'abord, il y avait des praticiens, je pense, des praticiens qui recevaient des personnes condamnées, et du coup, de fait, qui avaient à se questionner sur qu'est-ce que je fais, pourquoi, dans quel sens, qu'est-ce qui marche. Il y a eu également beaucoup de choses avant la conférence de consensus. Ce qui me vient moi en tête, forcément, c'est tous les travaux de Sarah Dinto, qui ont amené, mine de rien, je pense, les premiers éléments culturels du What-Works dans nos têtes. Donc ça a été une source d'inspiration importante. Et puis après, il y a eu, alors je commence à être vieille, donc ma mémoire peut-être commence à cafouiller, mais il y a eu le manifeste pour une peine, pour une peine nulle et qui marche pas. Non, pour une peine juste et efficace, voilà, où le SNEPAP a été partie prenante, mais je pense qu'on va en parler après. Donc je vais pas, voilà. Donc je dirais qu'il y avait pas rien, mais effectivement en tant que praticien, on était dans un espèce de gloubi-glouga et on est toujours un peu, mais il manquait un guide hein, d'une certaine manière, et donc on allait chercher, mais ça n'a pas changé. On allait chercher par nos propres réseaux de quoi on pouvait s'inspirer. Du coup, le SNEPAP, enfin pour moi en tout cas, pour moi, le SNEPAP a été source d'inspiration et de transmission sur tous ces éléments effectivement qu'on ne trouvait pas ailleurs. Non, comme elle a dit elle, vraiment dans la période avant la conférence de consensus, avant toute l'organisation qui a lieu là-dessus, avec moi, mon sentiment à l'époque, si je me replace dans mon état d'esprit de CEPIP, en maison d'arrêt, dans le bouillon quotidien, je dirais qu'il y a pas vraiment de mon point de vue, hein, vraiment, d'assise théorique. Il y a même la méthode n'est pas lisible. Il y a une très forte, il y a presque, je dirais, hein, je suis peut-être violent dans les propos, un vide théorique. Et il y a aussi une très forte vulgarisation conceptuelle. Dans les échanges entre collègues, on parle, il y a des tensions entre moi je suis pour le travail social, moi pour la criminologie, mais on parle de quoi exactement? Parle-moi de travail social, mais c'est quoi la méthode en travail social? Donc en fait, c'est des grands termes, mais c'est assez vague, c'est très vulgarisé. On met en avant le travail sur le passage à l'acte infractionnel comme un peu l'axe moteur de notre travail, mais c'est quoi le modèle théorique qui est derrière? Comment on fait vraiment? Donc tout est vague, tout est abstrait, on navigue à vue. L'autre sentiment, pour moi à l'époque, hein, c'est concrètement, doit bien y avoir une méthode. Moi, je suis en maison d'arrêt, je vois les gens qui récidivent, je vois les rejets des juges d'application des peines, rejets de permission de sortir, etc. Et toujours la même question, doit bien y avoir une méthode dans mon métier, non? C'est quoi le sens de tout ça? Donc c'est vrai que dans l'après-guerre, il y a la question de l'amendement, du reclassement social, mais il reste quoi de tout ça dans les années 2000? Pas grand-chose en fait. Hein. Donc ça crée aussi, je me souviens très bien moi aussi ce qui a été à l'origine de l'amorce d'une réflexion, ça a été une forme de colère aussi, hein, se dire moi je suis dans une situation où j'absorbe avec mes collègues une succession de réformes, tantôt punitives, les peines planchées, hein, on n'a peut-être pas oublié, moi j'ai pas oublié ça, peine planchée, et puis en même temps de la vidange carcérale, NPAP, CFIP, SAP, etc. Puis on doit absorber ça, etc. Donc il y a des mouvements contraires et c'est très dur en fait de s'y retrouver. Donc il y a quand même moi ce sentiment que c'est dur de voir le sens, la doctrine elle est pas claire. Alors Yann, puisque tu as le micro, je t'invite à le garder. Yann, tu as été une des voix avec Hans Lefebvre à la conférence de consensus qui a représenté le SPIP. Je voudrais que tu nous dises un petit peu, peut-être vraiment rapidement, mais comment tu t'es retrouvé là, et puis surtout quelles portes ont été ouvertes par la conférence de consensus, hein, puisqu'en fait toi c'était aussi le démarrage
Ensuite, tu as atterri à l'ENAP, mais il s'est vraiment passé des choses dans ce post-instant conférence. Donc, est-ce que tu peux un petit peu nous raconter cette histoire? Bah, avant conférence de consensus, moi, j'ai de la frustration, des questionnements, je cherche des réponses. Puis le lieu qui me donne de l'oxygène, c'est la Bourse de travail de Lyon, avec les réunions du bureau de la section locale du SPIP-du-Rhône, au niveau du syndicat. Là, on discute, on se pose des questions. Et puis, il y a un rapport qui circule sous le manteau. Je me souviens, je crois que c'est Sylvain Roussillou qui me l'avait fait passer. C'est le rapport de Sarah Dindo. Et là, je me souviens, moi, de la sidération en lisant le rapport, un gros pavé là sur le sursis avec mise à l'épreuve. Et là, en fait, je suis sidéré, je suis presque choqué de me dire, mais merde, en fait, il existe d'autres CEPIP dans le monde qui font le même métier, qui ont les mêmes questions. Et puis surtout, il y a tellement de théories, tellement de repères théoriques, je suis perdu. Alors moi, je veux tout connaître, je veux tout savoir, je veux tout maîtriser, mais par où commencer? C'est une vraie galère, c'est presque cauchemardesque et en même temps fascinant de se dire, mais c'est un truc de fou. Donc donc il y a ce premier événement vraiment, le rapport de Sarah Dindo, ça a été mon livre de chevet. Je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai décortiqué. Et puis il y a eu aussi le manifeste pour une peine juste et efficace. Peu de temps avant la conférence de consensus, en janvier, je crois que Denis Lafortune intervient à la Cannes pour présenter le module 1 du programme Parcours. Pareil, il circule, je le fais passer par courriel. Donc là, alors très bien le module 1 pour dormir le soir, gros pavé. Donc là, je le lis, je m'endors, j'arrive pas à suivre, c'est une galère. Et puis, je crois que la veille, ouais, module 2 encore mieux, mais c'est assez, on se dit, mais, waouh, c'est dur, c'est hyper structuré. Et puis, il y a, mais ça me donne envie tout ça. Je me dis, ouais, c'est trop bien, j'ai envie d'y aller. Le 11 février, j'envoie un mail à Denis Lafortune, je lui dis, bah, pourquoi pas, tiens, je vais échanger avec lui. Donc je lui envoie un mail et Denis me répond. Donc moi je lui dis, mais est-ce qu'il y aurait moyen d'implanter Parcours en France? Ce serait cool. Alors je lui dis pas comme ça. J'utilise des mots un peu plus soutenus et tout. Puis je lui dis aussi, j'aimerais bien voir le LSMI, donc c'est un instrument de dernière génération. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Et il me répond, mais il fallait pas faire ça. Il fallait pas me répondre. Donc du coup, bah derrière, on échange, on se retrouve à la conférence de consensus, mais ça a été vraiment un vrai point de départ, ces questionnements-là. Et en décembre 2012, je suis appelé par Patrick Madigou, qui m'appelle, je suis chez moi, et puis sur mon téléphone perso, et qui me dit, bah est-ce que ça te dirait d'intervenir devant le jury de consensus? Il y aura 700-800 personnes, ce sera filmé, enregistré. Je réfléchis pas trop, je dis, bah ouais, c'est maintenant que ça se passe. On y va. Par contre, quand je reçois les questions du jury de consensus, il faut que je fasse une contribution écrite. Là, par contre, moi, j'ai des bouffées d'angoisse parce que je comprends pas les questions. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je suis pas un expert. Je suis un CEPIP ordinaire, quoi. Je fais mon job, mais j'ai pas une expertise dans le sujet. Donc là, je déchante, il y a des questions que je comprends pas, du style, est-ce que les pratiques d'accompagnement respectent les phases qui sont prévues dans les recommandations européennes sur l'approbation? Mais moi, je les connais pas. Est-ce que on respecte la phase d'appréciation et de planification? Ah, mais il faut un plan. Il faut faire un plan. Donc je suis troublé quand même. Donc là, c'est vrai qu'il y a un gros travail. Je découvre le site du service correctionnel du Canada. Je lis plein d'articles et c'est ma découverte du RBR. Donc c'est vraiment le point de départ pour moi. C'est ça. C'est beaucoup de modèles théoriques et aussi une vague de submersion quand même. Hein. Dire waouh, il y a beaucoup de choses à apprendre et à comprendre. Ça va être difficile et par où commencer. Donc c'est un peu mon point de départ, ce qui m'amène à la conférence de consensus. Et parce que ça s'est pas arrêté à la conférence, quelles ont été les portes ouvertes peut-être immédiatement après, puisque ça a enchaîné très rapidement. Donc très vite après, on est galvanisé, hein. On se retrouve à la conférence de consensus avec des chercheurs. Donc il y a des chercheurs d'un peu partout, Canada, mais il y a aussi des États-Unis. Leïla Kazemian, par exemple, sur la désistance. Donc il y a le monde en fait, les frontières tombent. Il y a des praticiens parlent avec des chercheurs. On est tous passionnés. Et donc oui, il y a très vite des suites. Les suites, déjà, il y a
Martin Herzog-Evans, par exemple, crée la Confédération européenne sur la probation, donc un Yahoo Group où on parle recherche et pratique. Au niveau des CEPIP, on crée un Yahoo Group aussi, le réseau CEPIP. Au début, on est une dizaine à discuter, à la fin, on est 150. On fait quoi? On partage de la recherche. On échange avec des chercheurs de quoi? Roumanie, Belgique, États-Unis, Angleterre, Canada, un peu tous les pays. On expérimente des instruments, on expérimente des programmes. Donc tout ça, on se dit, c'est complètement déviant. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, on est dans un système pyramidal. On est complètement en train de mettre une dérivation, on expérimente des choses. Et en même temps, ça suit très vite. On diffuse aussi des articles dans les services. Donc il y a très vite, en fait, il y a des actions concrètes. C'est-à-dire, on expérimente. Et en même temps, on se rend compte que c'est pas facile, mais ce qui se passe, c'est que on a, je crois, compris à ce moment-là que il y a la France, mais il faut voir plus large. On est une communauté de praticiens dans le monde. On a les mêmes enjeux, les mêmes questionnements. Que on ne peut plus raisonner de la même façon. On travaille entre nous, on cherche des solutions. Non, il faut s'adosser à des travaux de recherche. Les chercheurs travaillent avec nous. C'est-à-dire, quand on s'adresse à nous, ils sont passionnés, ils sont super contents d'échanger avec nous. Et donc, il y a une émulation qui se crée assez vite. Et dans la foulée, je crois que c'est en novembre 2014. Donc, moi, je suis en maison d'arrêt, puis Pascal Leroy m'envoie deux notes techniques, une sur la CPI, de commission pluridisciplinaire interne, et une sur la contrainte pénale. Et il me demande mon avis sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de tout ça. Et là, après, il y a un gros travail en sous-marin pour le manuel sur la contrainte pénale. Donc ça s'enchaîne assez vite, le bordel. Ce que tu me racontais là en amont, c'est que face à l'immensité là, des savoirs qui étaient en train d'être découverts un petit peu par tout le monde, il y avait eu un besoin de clarification, de diffuser un petit peu de dissiper cette confusion. Et c'est peut-être là qu'arrive l'aventure du RPO. Donc peut-être je vais te céder la parole. Donc c'était une aventure collective. Yann n'était jamais très loin aussi, Charlotte, etc. Il y a eu plein de contributeurs au RPO. Peut-être si tu peux nous raconter aussi les difficultés. Alors d'abord ce processus d'écriture, puis aussi les difficultés que vous avez dû affronter avant de se poser la question tout à l'heure sur peut-être le chemin qui reste à parcourir. Vous avez combien de temps là? C'est un petit bout de ma vie. Non, en fait, je pense d'abord commencer par, à ce moment-là, il y a eu, on va dire, un sorte d'alignement des planètes. Christiane Taubira, Isabelle Gors, Pascal Leroy. Philippe, il n'était pas dans les planètes. Il était une planète. Il a toujours été là, Philippe aussi, comme d'autres. Mais en tout cas, cet alignement entre le ministre de la Justice, la directrice de l'administration pénitentiaire et la création, alors ça paraît un peu technique, mais c'est pas anodin, la création d'une direction projet chargé des SPIP qui est directement rattachée au cabinet de la directrice. Alors ça paraît complètement anodin, mais une personne qui est passée par l'administration centrale pourra me comprendre. En fait, l'administration centrale est une grosse machine qui ne produit rien. J'espère qu'il n'y a personne à l'administration centrale. Je pars sous couvert syndical. Donc, ça a été là. Notre chance a été là. Ça a été d'avoir une petite équipe. Donc, il y avait Pascal Leroy, Romain et Melina. Et pendant longtemps, c'est pas juste pour l'anecdote, les gens, mon conjoint, il croyait qu'il y avait deux personnes, Romain et Melina. Mais en fait, c'est une seule personne, Romain et Melina, qui est maintenant haut placé à la direction de l'administration pénitentiaire, et moi. Et donc, on est toute petite équipe et directement rattachée à la directrice, qui est proactive, en tout cas dans son intention sur le sujet, et qui souhaite on souhaite aller au-delà de la contrainte pénale parce qu'on sent rapidement que c'est une affaire qui va pas tenir. Donc, on a ce projet de passer du manuel de mise en œuvre de la contrainte pénale à l'idée d'un référentiel de pratique. Et l'objectif là est
de créer quelque chose qui est à la fois opérationnel, c'est-à-dire qui donne des guides pour les praticiens, et en même temps qui est ancré dans les recherches et donc dans tout le travail de la conférence de consensus. Donc c'est d'abord avant tout un travail d'acculturation, de lecture, etc., etc. C'est un travail aussi de réseau, c'est-à-dire que en fait le référentiel des pratiques opérationnelles, le RPO, il a été écrit à l'ADAP, mais il n'a pas été écrit par l'ADAP. Il a été écrit par des praticiens, en lien avec d'autres praticiens, en lien avec des chercheurs, en lien avec... Donc, c'est beaucoup le réseau qui a permis l'écriture du RPO. Alors, je vais oublier des gens, mais quand même, faut que je cite Sarah Dindo, évidemment, Yann qui est à côté de moi, Yann Morin, Elliot Nouan, Charlotte Cloarec, bon, je m'excuse pour tous les gens que j'ai oubliés. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire que, et Denis Lafortune, avec la recherche Préva, voilà. En fait, moi, je suis dans mon bureau, et qu'est-ce que je fais? J'échange des mails, on échange des documents, on échange, etc. Et c'est comme ça que c'est écrit le RPO. L'autre chose aussi, le RPO, il s'est écrit parce que, à un moment donné, on est libre dans sa pensée. Et ça, je parle de moi. Excusez-moi, je parle de moi. C'est-à-dire qu'il a fallu se battre, vraiment, lutter pour rester libre, pour rester convaincu, pour rester une professionnelle, pour ne pas s'engouffrer dans les méandres de l'administration centrale, pour ne pas s'engouffrer dans les habitudes de travail, dans la commande institutionnelle, qui était une commande de référentiel procédural. Tu commences par ça, A, tu t'assois, B, tu dis bonjour, C, tu ouvres ton bouquin. Voilà, c'était quelque chose de très désincarné qui nous était demandé. Et l'idée, c'était d'incarner, c'est-à-dire de s'inspirer des recherches, mais d'en faire de la matière vivante, de la matière de praticien. Et je pense là-dessus, pour faire le lien avec ce que disait Yann, c'est que cette évolution, et moi je trouve que ça c'est un message, moi je me demandais ce matin en prenant mon café, quel message j'aimerais transmettre. Le message que j'aimerais transmettre, c'est que il y a ce qu'on voit, et puis il y a ce qu'on voit pas. Et je pense que ce qui fait bouger les choses, c'est ce qu'on voit pas. Je pense que si ça bouge, c'est qu'il y a des gens comme moi ou comme vous qui y croient et qui s'autorisent à penser qu'ils ont le droit d'y croire et qu'ils ont le droit d'avoir raison. Parce qu'en fait, ils ont la matière. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'idée voilà. C'est, pour les gens qui connaissent l'entretien motivationnel, par exemple, on dit que la création d'entretien motivationnel, c'est William Miller et Stéphane Rolnick, mais en fait, c'est d'abord des praticiens. C'est d'abord des gens qui ont été confrontés à un certain nombre de difficultés de pratique, qui ont été confrontés à un certain nombre de difficultés de public, des publics compliqués, on sait, c'est quand même ça notre matière, et qui ont essayé, qui ont tenté des trucs. Et petit à petit, ça devient un corpus qui a été rédigé par William Miller et Stéphane Rolnick. C'est un peu la même chose. C'est un peu c'est un peu l'idée, c'est que c'est à la fois des choses qui viennent de recherche, mais qui sont digérées par des gens qui connaissent les réalités, qui connaissent le métier et qui luttent pour ne pas être submergés par la vague institutionnelle. Et je pense que le contexte dans lequel on est, c'est important de leur répondre. Si on a des évolutions encore dans l'avenir, c'est pas grâce à eux, c'est grâce à nous. Voilà. Bon, c'est une instance syndicale, donc on a le droit de faire des envolées lyriques comme ça. Ça fait du bien, ça fait longtemps. Vas-y, lâche-toi. Oui, tu, en préparant aussi cette journée, tu disais que ça, il y a eu des vents contraires aussi. Ouais. Ça n'a pas été une navigation calme. Il y a eu des vents contraires. Pour moi, le premier vent contraire, c'est le fonctionnement institutionnel. C'est vraiment impressionnant comment est-ce que ces mâles dominants là, qui sont haut placés dans les structures des administrations centrales,
nous pourrissent la vie, avec leurs problèmes d'ego et leurs problèmes de placer machin et bidule. Faut le dire quand même, hein, je pense. Moi, j'étais une petite chose, hein. En plus, j'étais jeune, à peu près, et puis nana, je vous raconte pas, hein. Le délire. Donc oui, il faut avoir un certain, comment dire, un certain courage, on va dire, une certaine ténacité. Merci. Le deuxième vent contraire, ça a été cette lutte des organisations syndicales qui a été vraiment compliquée parce que je pense que, et moi, ça, c'est ça qui autant parler à un costume cravate, directeur de machin, ça va, ça passe, je sais faire. Autant parler à un camarade syndiqué de la CGT qui me dit que je suis qu'une grosse, comment dire, pardon, facho, exactement, voilà, que je suis une grosse facho, ça fait mal quand même, hein, voilà. Non mais plus sérieusement, en fait, c'était vraiment ce clivage très important dans la profession, relayé et je dirais même amplifié par le clivage syndical, CGT SNEPAP, sur la criminologie d'un côté et le travail social. T'en parlais un peu, c'était très présent, ça a été encore très présent dans la rédaction du RPO, dans les instances. Il a fallu se battre aussi là-dessus. Et je pense que, et on y reviendra, je pense qu'on a passé vraiment un cap. Et là-dessus, je suis vraiment hyper heureuse de voir, moi, quand j'échange avec des collègues dans mes ateliers de pratique, que maintenant, ce n'est pas CGT, on enlève l'étiquette, derrière, il y a des praticiens qui se sont mis d'accord sur l'idée que l'objectif, c'est d'accompagner, et que pour accompagner, il faut avoir des méthodes d'accompagnement. Et que ces méthodes peuvent avoir des sources différentes, y compris des sources de travail social. Voilà. Merci. Ben, ça nous amène peut-être à Yann. Yann, en même temps que s'écrivait le RPO, toi, tu avais rejoint l'ENAP, qui modifie en profondeur en fait ses méthodes d'enseignement, son contenu d'enseignement, et tu as été un acteur incontournable de cette transformation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel a été le projet dans cette période-là de l'ENAP, le projet du DPC, département criminologie et probation? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Quelles difficultés vous avez rencontrées? Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, j'aurais un peu de mal à expliquer le projet du DPC. Hein, simplement, je peux dire un peu dans quel contexte j'arrive à l'ENAP. Il y a eu les attentats de 2014 et il y a des budgets qui sont dévolus à l'ENAP qui permettent de recruter des postes profilés sur des chargés de formation. Voilà. Et moi, je postule, c'est en avril 2015, quelque chose comme ça. J'arrive en août 2015 à l'ENAP et ma feuille de route, c'est développer les contenus de formation sur l'évaluation, les programmes aussi de prise en charge et les nouvelles formes de prise en charge innovantes. Je sais plus la tournure exactement. En gros, c'est développer, muscler des contenus de formation. Le projet du département, quelle est la doctrine au niveau de l'ADAP? Je sais pas, mais au niveau du département, moi je sais pas. Je sais que j'ai une feuille de route, développer des contenus de formation. Et la difficulté, un des défis, c'est l'ENAP, c'est de la formation de masse. 7000 élèves par an qui passent par l'ENAP, c'est quand même assez énorme en formation initiale et continue. Donc quand on forme des élèves CEPIP, c'est des promos de 300 par exemple moi à l'époque. Donc c'est comment on forme sur des sujets compliqués, autant de personnes. Donc derrière ça crée des enjeux d'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire comment on crée, on se donne les moyens de penser les concepts, les théories et la méthode pour les rendre compréhensibles pour des personnes qui, par ailleurs, ont des masses de connaissances énormes à prendre en 2 ans. Bah, c'est aussi ça, c'est-à-dire que l'ENAP, c'est beaucoup de contenu pour les élèves et faut rendre ça intelligible. Donc autant dire qu'il faut y aller, on y a été pas à pas, et il y a des modules, certains qui existaient déjà, donc qui ont été modifiés. Même si c'est une grosse machine, moi ce qui m'a surpris, c'est que c'est une machine qui a une certaine souplesse. C'est-à-dire qu'on veut développer des contenus de formation, il y a les moyens et on peut le faire. Il y a un plateau technique incroyable qui permet de faire des choses. Et donc,
progressivement, pas à pas, il y a des modules qui sont développés, certains qui ont été créés de toutes pièces. Je donnerai un exemple de module créé de toutes pièces, c'est celui sur l'alliance de travail. On parle pas tellement alliance de travail à l'origine dans notre métier. On parle alliance thérapeutique pour les soignants. Alliance de travail, non. Et pourtant, c'est quand même un des meilleurs prédicteurs de réussite d'un accompagnement. Donc, en fait, il y a ce module qui se crée. L'évaluation structurée qui est fondée sur le modèle RBR va tripler, quadrupler en volume horaire et en contenu, en lissant ça sur 2 années. Et les programmes aussi, implanter des programmes, les corps correctionnels practice aussi. Donc il y a un énorme travail qu'on se représente pas forcément quand on est à l'extérieur de l'ENAP, c'est de rédaction de support de formation, c'est-à-dire celui qui dispense la formation rédige ses supports. Donc en fait, moi, la façon que j'ai de faire à ce moment-là, c'est de m'astreindre à la même rigueur que celle qu'on aurait quand on écrit on fait un écrit scientifique, aller chercher les sources, citer les sources, être le plus précis possible, tout en étant très clair pour que ce soit digéré par des élèves qui par ailleurs ont beaucoup à ingurgiter. Donc ce travail, il n'a pas été possible si on s'était pas appuyé sur des experts étrangers. Donc par exemple, l'Alliance de travail, on a travaillé avec Michel Deray à l'Université de Laval, Daniel Puskas au Québec, Patrick Baillargeon aussi. On a travaillé sur l'évaluation structurée, par exemple, avec Jean-Pierre Gay. Je vais vous dire un truc entre nous, quand je donnais mes formations, j'avais l'accent du Québec, c'est n'importe quoi. Mais et des fois, des élèves me disent, mais monsieur Morin, vous avez vécu? Non, pas du tout, moi je suis lyonnais. Mais comme moi, mon mentor, celui qui m'a formé, c'est Jean-Pierre Yed, donc il travaille à l'école de criminologie de Montréal et est l'une des références mondiales sur la question de l'évaluation structurée, qui est formateur LSCMI, puis qui fait énormément de travaux de recherche. Il m'a formé de A à Z. Moi, dans ma tête, je pense avec l'accent de Montréal, quoi. C'est n'importe quoi, vraiment. Donc, il y a eu Jean-Pierre, il y a eu Massib Benbourich aussi. Et il y a eu un travail d'internalisation, c'est-à-dire qu'il a fallu monter en compétences pour être après en capacité d'internaliser de la formation et nous-mêmes donner de la formation. Sur d'autres sujets comme par exemple, les théories cognitives et comportementales. Ça a été de trouver le bon intervenant. C'est quoi un bon intervenant à l'ENAP? C'est un intervenant qui est un bon pédagogue, qui arrive à parler de choses complexes en des termes qui sont accessibles et surtout qui donne un modèle théorique qui est intelligible et cohérent. Et donc, on a travaillé d'abord avec Olivier van der Stucken en Belgique. On a travaillé après avec Sophie Saint-Louis. Moi, je fais sa connaissance après une mission d'études qu'on fait à Montréal en 2016. On va explorer les applications de l'approche cognitive et comportementale. Je fais la connaissance de Sophie Saint-Louis par la suite et elle va nous aider à vraiment avoir une vision intégrée du modèle RBR avec les théories cognitives et comportementales. Je voudrais insister sur une chose, c'est que on est face à de très nombreux modèles théoriques, la désistance, le modèle RBR, les théories cognitives et comportementales, les corps correctionnels practice. Tout ça, pour nous, c'est des pièces d'un puzzle. Mais il va falloir mettre le puzzle dans le bon ordre. Pourquoi? Parce que notre enjeu, c'est que les élèves puissent avoir une méthode qu'ils vont pouvoir injecter dans leur pratique quotidienne. Donc, il a fallu plusieurs années. Moi, il m'a fallu 5 ans pour avoir une vision claire, lisible de la stratégie d'accompagnement. Donc, ce qui fait que la formation, elle a constamment évolué. Les modules ont constamment été amendés. Les supports de formation n'ont pas été les mêmes. On a eu une base commune qui progressivement chaque année les révisait et le travail il demeure à l'œuvre. Donc il y a aussi des gros projets qui ont débuté à l'ENAP, comme l'implantation d'un programme d'accompagnement en milieu libre. Elliot en parlera, Changes, pour former des agents de changement. Mais c'est aussi parfois des projets qui mettent énormément de temps avant d'émerger. Par exemple, ce projet-là, le premier échange c'est 2019.
Et il faut attendre 2000, je sais plus quelle année, 2022, 2023 pour que ça se réalise. J'ai des problèmes avec les dates. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, tout ça. Voilà. J'ai commencé tout à l'heure par un parallèle avec les années 50, hein, la réforme à mort. Il y avait ce souci, je sais pas si certains ont lu les leçons pénitentiaires de Pierre Cana, mais il y a vraiment ce souci de passer en fait de la théorie à la pratique. Hein, c'est la praxéologie, voilà, c'est comment, et c'est ça peut-être l'enjeu de l'ENAP, là, ça a été de traduire des grands principes en gestes professionnels. Et ça, c'est vraiment un défi qui te place comme un successeur de Pierre Cana. Et pour rejoindre ce que tu dis, l'ENAP est une école professionnelle. C'est ça le truc, hein, c'est que l'enjeu, c'est de former des professionnels qui vont, dans leur quotidien, vont mobiliser du savoir théorique et des méthodes. Donc, on n'est pas sur que du savoir théorique, c'est du savoir-être, du savoir-faire. Et donc, toute formation doit reposer sur ces piliers-là. Pour garder un petit peu de temps pour quelques questions, pour conclure, moi, je vais vous demander à tous les deux, peut-être en commençant par toi, Sophie, quels ont été les plus grands succès pour toi de cette époque-là, de la conférence jusqu'au RPO, etc. Et puis aussi les défis aujourd'hui qui restent à relever, qui à ton avis là, qui sont encore devant nous pour parachever finalement ce qui a commencé. Et puis Yann, je te demanderai de répondre à la même question. Les plus grands succès. Les plus grands succès de ma vie. Non. Non, le plus grand succès, quand même, mine de rien, le plus grand succès, c'est que le RPO, il existe. C'est un truc de malade, hein. Enfin, comme ça paraît, ça vous peut-être paraît une évidence, mais moi, il y a plein de moments où je me suis dit qu'il allait jamais sortir. Jamais, jamais, jamais. C'est des jours et des nuits pour moi, hein, vraiment. Mes proches s'en souviennent, mes beaux proches s'en souviennent. Je vois Sarah qui dit, oh là là. Elle craque. Ouais, bon. Non. Le fait que le RPO existe, pour moi, c'est le plus grand succès. C'est-à-dire le fait qu'on ait réussi à sortir quelque chose qui est pas parfait, loin de là, mais qui existe, qui est la référence aujourd'hui sur lequel on peut s'appuyer en tant que professionnel, on peut s'appuyer dans les relations avec l'institution, jusqu'au jour où il n'existera plus, mais bon, profitons-en, il est là. Et bon, voilà. Donc, pour moi, c'est les plus grands succès. Le plus grand succès. Et puis d'être en vie. Les grands défis, en fait, ça va avec, c'est-à-dire que il suffit pas que ce référentiel existe pour que les choses changent. Et c'est là où on arrive à la limite de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est-à-dire que derrière, il n'y a pas eu de politique d'implantation des méthodes. Il n'y a pas eu de volonté d'implantation. Il n'y a pas eu de mise en place de l'implantation. Et là-dessus, encore une fois, on est nul parce que on est nul. Enfin, on n'est pas bon parce que d'une certaine manière, ça aussi c'est de la méthode. Implanter quelque chose, c'est de la méthode. Donc c'est voilà. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de faire. Je dis plein de gens différents. Alors, ce qui est chouette, c'est de voir que on a passé un cap. Il y a comme un clapet qui est passé. On reviendra pas en arrière. Pour moi, parce que les praticiens se sont emparés de ces méthodes, ont compris l'intérêt de ces méthodes. Pour moi, le plus grand défi aujourd'hui, c'est que ça se poursuive, qu'on soit, parce que c'est l'implantation, ça ne peut fonctionner que dans un temps long, parce que c'est des questions de changement de pratique. Et pour moi, la plus grande réussite qui va avec le RPO, c'est le changement de mentalité. On a changé la mentalité générale de la pratique, de la communauté de pratique, des communautés de pratique. On a changé notre façon d'envisager le métier, les métiers, l'accompagnement. Là-dessus, on a passé un cap. Après, le cap d'après, c'est concrètement, il faut qu'on arrive à changer nos pratiques. Et là, ça me fait penser à un truc où j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Je pense que ce qui fait que ça a fonctionné aussi, à un moment donné, c'est le travail main dans la main avec un type de recherche.
C'est-à-dire que moi, les chercheurs que j'ai côtoyés quand j'étais à l'administration centrale, et on n'a pas parlé des Pays-Bas, moi je parlais des Pays-Bas et de Bas Vogelwang, c'est comme ça que ça se prononce, mais je pense aussi quelqu'un qui a été très inspirant pour moi. C'est des chercheurs qui sont à côté des praticiens, main dans la main, et dont l'objectif est de guider l'évolution de la pratique, de permettre l'implantation concrète et de guider l'évolution de la pratique. C'est pas du tout la recherche qu'on a en France. C'est pas du tout la recherche qu'on a en France. Et du coup, quand on nous demande, mais pourquoi vous allez chercher des recherches étrangères? Ben, parce que on n'est pas trouvé pour l'instant ici. Enfin, voilà. Donc, on a besoin d'avoir un regard extérieur. On a besoin d'avoir des regards extérieurs, mais on a besoin d'avoir des regards extérieurs dont l'objectif est de nous accompagner à évoluer. Donc, le grand défi aujourd'hui, c'est de poursuivre l'implantation dans un contexte qui est celui qu'on connaît. L'évolution des pratiques, c'est pas qu'une question de moyens, une question de méthode, mais c'est aussi des questions de moyens. Donc, faudrait pas non plus mettre sur la tête des praticiens un fardeau qui les dépasse. Parce que sinon, c'est quand même sacrément culpabilisant. Non seulement on a un boulot à faire qui est quand même sacrément compliqué, avec des injonctions complètement paradoxales, mais en plus, il faut qu'on mette en place le RBR, la désistance, les programmes de 300 heures en 3 coups de pure à peau, sans avoir en plus de reconnaissance de personnes à part de nous-mêmes et des personnes accompagnées. Donc, je pense qu'on est dans l'idée du pas à pas. C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'on continue absolument à garder la ligne. Et ça, il y aura que nous qui pourrons faire ça. Mais qu'on soit réaliste. C'est-à-dire qu'on aille dans le pas à pas. Donc, c'est l'idée, et c'est ça qui fonctionne dans l'implantation. Moi, j'anime des tas d'ateliers pratiques avec des tas de collègues. Ce qui fonctionne dans l'implantation, c'est vraiment aussi d'être d'égal à égal quand on parle de pratique avec les praticiens, de pas être surplombant, de continuer l'évolution de pratique avec le concret, parce que c'est pas deux coups de cuir à peau, voilà. Donc je sens à ma droite qu'il faut que j'aille vite. Donc c'est toujours à la droite qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas. Donc ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est l'idée que ce qui nous reste à faire, qui est quand même assez important, hein, ça ne partira que de nous praticiens convaincus, qui s'autorisons à avoir une partie de la vérité, même si on n'a pas tout, mais qu'on se mette pas non plus, qu'on se mette pas tous en burn-out, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et ce qu'on n'a pas, et dans l'idée toujours de cette communauté de pratique et du pas à pas. Moi, je pense par exemple à Rennes, on met en place des ateliers de pratique guidés par notamment les interventions de Sarah Dindo. Je ne sais pas si elle aura l'occasion d'en parler, mais du coup, c'est très concret, très ancré sur les méthodes, très ancré sur la recherche, mais c'est faisable, possible. Ça donne aux collègues la possibilité de mettre en pratique concrètement. Voilà. Merci, oui, ça illustre finalement une réforme qui n'a pas été que verticale, mais aussi très horizontale, où tu parlais des communautés de pratique, le réseau CEPIP, etc., les ateliers qui se font un petit peu partout. Cette horizontalité, là, c'est aussi une originalité finalement de cette implantation. Alors, Yann, pour conclure, en plus court. Ouais. Je rejoins ma collègue. Si on regarde un système pour qu'il change, Jean-Pierre Gatti, il faut 15 ans. Ça fait beaucoup 15 ans. Mais finalement, en peu d'années, on a très vite avancé. Les premières phases du processus de changement, c'est déjà l'acculturation, c'est la première phase. Il y a eu un énorme travail de diffusion, par exemple du rapport de Sarah Dindo, des règles européennes sur l'approbation, du RPO1 après, avec des déplacements sur site, des temps de formation. Donc la deuxième phase du changement, c'est la formation. La formation, il y a eu un travail énorme pour repenser la formation initiale, et pas que la formation initiale, aussi la formation continue. Si vous regardez les plans de formation dans les directions interrégionales, ça a beaucoup changé par rapport à 10 ans en arrière. On va trouver des modules de formation
qui correspondent certains à des pratiques de pointe. Je prends dans ma DI des formations sur la statique 99, la stable et l'aigu 2017 qui sont des instruments d'évaluation du risque d'infraction à caractère sexuel. Auparavant, fallait aller en Belgique pour se former là-dessus. Aujourd'hui, on peut se former en France sur ça parce qu'il y a eu un changement de la formation. La troisième phase, elle a chié. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas de plan. Et c'est la phase d'implantation. C'est quoi le plan sur les prochaines années? Donc, comment on continue à accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de pratiques qu'on peut appeler des pratiques de pointe exigeantes, qui demandent beaucoup d'efforts, qui demandent un travail continu. Donc, ça impose aussi de repenser les modalités de la formation. C'est pas du one shot, on te forme et puis après oublie. Moi, j'oublie très vite, c'est terrible. Donc non, après, on te maintient en tension, c'est-à-dire il y a de la formation continue avec un travail sur les pratiques. Une grosse avancée, c'est qu'on a cassé la boîte noire de l'entretien dans les SPI. La boîte noire, c'est on sait pas ce que s'y passe, on sait pas ce qui s'y dit. Donc là, moi, les travaux de recherche ont permis de mieux savoir qu'est-ce qu'on devrait y entendre normalement. Ça veut pas dire qu'on l'entend dans les faits, mais au moins on devrait quand même entendre ce genre de choses-là. Donc il y a la diffusion de la recherche. Ce qui manque, c'est le plan sur la suite, parce qu'en effet, on peut très bien, comme d'un changement humain, on peut revenir à l'origine, hein, tomber dans notre précontemplation, dans notre ambivalence, parce que l'oubli fait son œuvre, et on oublie, et on redevient une routine. Donc en effet, rien n'est acquis. Je pense qu'il y a un travail considérable qui a été fait, mettre en avant le niveau d'exigence qu'on se doit vis-à-vis des personnes, l'importance de la recherche, et il nous manque le plan. Merci pour ce voyage. On est arrivé à bon port. Je pense qu'il nous reste moins de 10 minutes, peut-être passer aux questions de la salle, à nos intervenants. Eric Eoucha, je suis secrétaire régional encore pour quelques jours de Paris. Et par ailleurs, je suis directeur pénitentiaire d'insertion et de probation au SPIC de Paris. Merci. Parce que il me semblait que j'avais pas tout compris au fonctionnement actuel des services et à ce qu'on faisait. Et vous venez de m'éclairer. Première remarque, je suis quand même assez stupéfait que vous ne présentiez pas à quoi on sert. On est là sur la prévention de la récidive, normalement. C'est pas présenté, c'est pas dit, c'est même pas évoqué. Vous évoquez un accompagnement. Et je dirais, j'ai un problème, moi, avec ça, c'est que je suis dans une réflexion sur l'hégémonie culturelle. Gramscien, évidemment. Mais il y a un problème, c'est que ce que vous dites de ce qui a été fait, moi, je vois pas le résultat. Je vois pas de résultat. Je vois pas de baisse de la récidive, je vois pas de traitement à long terme qui fonctionne, et je vois pas très bien à quoi on sert. Quand j'étais à la DI précédemment, et j'avais dit à Sandrine Rossi, quand elle est partie à la DAP pour faire l'évaluation des services, mais on sert à rien, puisqu'on n'est pas capable d'évaluer nos résultats. Donc à partir du moment où on ne sait pas si la récidive baisse, on ne sait pas si ce qu'on fait est efficace. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je trouve que quand même, ce discours normatif sur il faut faire comme ça, moi, il me pose un problème, c'est qu'il élimine le côté culturel des individus qu'on a en face de nous. Il fait l'impasse complètement sur leur culture pour leur imposer un modèle qui est le nôtre. Troisième point, évidemment, tout ça, les conférences de consensus et tout, c'est un travail intéressant, basé sur des recherches. Mais effectivement, ce qui manque ici, c'est qu'on n'est pas en capacité de faire de la recherche parce qu'on ne veut pas faire de la recherche. Moi, il se trouve que j'ai été infirmier psy et qu'aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, dans les prisons et en probation, on a le public qu'on avait avant en psychiatrie. Point final. Sauf que cette hégémonie culturelle qui a permis cette bascule, elle est liée au fait que les anglo-saxons n'ont jamais différencié la folie du crime, que nous, on l'a fait, et qu'aujourd'hui, on le fait plus. Et qu'on condamne des fous comme on n'aurait jamais fait il y a 5 ans de ça. Ça pose quand même question. Et moi, je trouve quand même assez fantastique qu'on s'appuie sur des outils. Le RPO. Alors moi, je vous dis, j'ai passé 10 ans en Nouvelle-Calédonie, je suis revenu, j'ai lu le RPO, j'ai rien compris. Je ne sais pas à quoi ça sert. Tu l'as lu en quelle langue? Non, mais j'ai lu, je n'ai pas compris quel était l'objectif de tout ça. Sinon, accompagner les gens. Effectivement, c'est un accompagnement.
Dernier point, c'est quand même que je suis assez stoïcien, donc Marc Aurèle disait il y a ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous. La question qui nous est posée, elle est simple. Est-ce qu'on peut faire quelque chose si on ne change pas le modèle de la justice elle-même? Est-ce que si les magistrats ne changent pas leur position, on pourra changer? Je ne pense pas. Et je pense que le travail qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de convaincre les magistrats qu'il faut qu'ils arrêtent d'être au service de la classe dominante pour être au service du public auquel ils sont confrontés. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas, je vous présente Éric Aouchard. Dans une phase un peu dépressive, je pense. Hein. Vous passerez me voir, monsieur Aouchard, dans mon bureau. Ah, je rigole. Et ben, en fait, quand t'as lu un peu, t'as rien compris. Ben moi, en t'écoutant, j'ai rien compris. Hein. Non, je déconne. On se connaît bien, hein, Éric, ça fait longtemps. On peut pas tout régler. Là, surtout. L'accompagnement que décrit le référentiel des pratiques opérationnelles, c'est un accompagnement de sortie de délinquance. Alors, on l'a pas dit, mais c'est quand même sous-entendu. Hein. On n'accompagne pas la sortie du tabagisme, on accompagne la sortie de la délinquance. Et toutes les méthodes qu'on va mettre en place ont cet objectif-là. Par exemple, dans le référentiel, on va cibler un certain nombre de sujets dont les recherches nous disent que si on les cible, on a plus de chances d'avoir un impact de prévention. Donc, c'était pas dit, je le dis, c'est l'accompagnement de prévention de la récidive. Deuxième chose, la question de la recherche. Étudier l'impact de nos pratiques. Moi, je veux bien qu'on étudie l'impact de nos pratiques, mais il faut encore qu'on nous laisse le temps et les moyens d'aller jusqu'à une pratique qui a cette intégrité. Parce que sinon, on va évaluer nos pratiques, on va nous dire « nothing works », les amis. Donc, tous en tôle. C'est comme ça que ça a fonctionné, hein, le nothing works. Martinson. Ça vient de là. Hein. Qu'est-ce qu'on évalue? Par exemple, à Brest, parce que tout part de Brest, hein, vous savez, pas que la pluie, hein, tout part de Brest. À Brest, ils travaillent sur un programme issu du programme Parcours, qui s'appelle Reflecto, et actuellement, il y a une recherche-action en cours avec l'Université de Rennes et l'Université de Brest sur l'impact du programme. Si on évalue, même avec la meilleure des équipes qui existent, qui s'appelle Charlotte Clorel à Brest, l'impact de ces pratiques, quel résultat on aura sur la cohorte de récidive à 5 ans. Par contre, si on évalue l'impact de ces pratiques en matière d'ouverture, de réceptivité au changement, de réceptivité à la compréhension qu'un certain nombre de domaines dans sa vie est à travailler, oui, là, on va avoir un résultat. Donc, moi, je dis oui aux recherches d'impact, mais attention à passer une balle dans le pied. Il faut que la recherche et ce qu'elle évalue soit à la mesure de ce qu'on a été en capacité de mettre en place aujourd'hui. Sinon, on va conclure à nothing works. Je sais plus, il y avait d'autres questions, mais je me rappelle. Il y a peut-être une autre question encore. On a encore le temps pour une question. Ouais. Merci. Et Antoine Lazarus, je ne sais pas comment me présenter, disons groupe multiprofessionnel des prisons. Donc, ma question, je suis un peu extérieur, je suis passif, hein, c'est, là il s'agit de prévention, d'accompagnement, enfin Éric Aouchard vient de, sur la récidive. Qu'est-ce qu'il en est de la prévention de la délinquance? Alors si je pose cette question, c'est évidemment parce que d'un côté, on fonctionne à l'intérieur de son institution, et je dirais entre soi, quasiment monoministériel, alors qu'on sait très bien que l'ensemble des déterminants, comme en politique de la ville, comme en matière de réussite scolaire, que sais-je, enfin on a d'autres modèles, ça se joue avec toute une série, s'il s'agit d'acteurs qui sont avant, pendant, après, et s'il s'agit des gens, c'est avec la globalité de la vie des gens. Et c'est pas seulement le fait d'avoir des contacts avec des parents, quand on y arrive, en même temps qu'on accompagne un jeune. Voilà, donc ma question c'est, est-ce que dans les années précédentes, est-ce que dans l'avenir, on peut imaginer qu'il y ait au fond une déspécialisation, j'allais dire presque syndicale, et en tout cas multiprofessionnelle,
et pour envisager l'avant en même temps que, évidemment, l'accompagnement vers une désistance, une sortie, pas pour autant, et qu'on soit actif quand on le fait. Enfin, plutôt efficace. Et juste un point sur la question du Québec. Puisque vous avez raconté vos souvenirs, j'en raconte un, très ancien. Il se trouve que dans mes trajectoires, j'ai à un moment donné enseigné à l'ENA, groupe d'étudiants à qui je demande sur les objectifs qu'ils avaient à faire pour leur mémoire de sortie, comment est-ce que vous verrez dans quelques années l'efficacité de ce que vous avez fait. Et la réponse, c'était, on va voir si le projet existe encore, combien on a de salariés, combien on a pu avoir de budget, et ils donnaient, alors que c'était des étudiants, ils donnaient des objectifs qui étaient uniquement de réussite institutionnelle, de réussite bureaucratique, si je peux dire. Et je leur demandais, mais est-ce que la quantité de résultats sur le problème à propos duquel on vous a nommé, à propos duquel on a mis des financements, est-ce que la quantité de résultats, ça vous intéresse? Et c'était stupéfiant. Nulle part à l'ENA se posait la question de savoir avant, enfin, qu'est-ce que je veux réussir? Quel est l'objectif pour les gens dont on s'occupe? Qu'est-ce qui va améliorer quelque chose pour les gens dont on s'occupe? Avant de commencer à mettre en œuvre les dispositifs. Voilà ce que en tout cas la question, avant, pendant, après. Il me semble que le guide de prévention de la récidive, qui est un guide interministériel, est dans cette approche-là. C'est la prévention de la récidive est un enjeu interministériel et non pas la finalité d'un seul service ou d'une seule institution. Et ça rejoint aussi, je pense, la question précédente qui est on peut faire ce qu'on veut. Si on n'appréhende pas ce sujet-là au sein même, dans la globalité de la société, à travers la contribution de chaque acteur, auprès des personnes, des usagers de services publics, l'action isolée d'un acteur ne peut pas porter ses fruits parce qu'on est dans un système. Donc ça implique en effet à la fois des actions précoces auprès non pas seulement des personnes, mais aussi tenir compte de leur environnement social, parce que les individus ne sont pas des personnes désincarnées différentes de nous. Elles sont aussi dans un environnement social avec un certain nombre d'obstacles, de difficultés. Et c'est pour ça que, très clairement, travailler en silo et je dirais l'évolution de certains systèmes ont hyper spécialisé certains services et ont créé aussi des ruptures et des jonctions qui n'ont pas facilité la coordination des services. Donc, en effet, il y a au-delà même du travail qu'on a pu mener pour nous-mêmes avoir une action, des interventions plus intelligibles, plus lisibles, plus structurées. Il y a aussi comment on travaille en interministériel sur un même enjeu qui n'est pas un enjeu uniquement de l'institution judiciaire, mais un enjeu de société. Donc, en effet, je rejoins ce point-là. Je me permets juste de rebondir aussi sur l'observation que vous avez faite tout à l'heure. Tant qu'on n'aura pas de données sur ce qu'on fait, on ne saura pas ce que ça vaut. Et donc aussi, ce sera très difficile de contrer un modèle punitif, très coercitif, avec un raisonnement qui est très séduisant. C'est si t'es dur, normalement, c'est dissuasif. Enfin, faut être con quand même pour derrière continuer à faire des trucs. Si t'es vraiment dur, la sévérité des sanctions, ça devrait être efficace. Donc, on fera pas le poids. Donc, en effet, il y a la question des données derrière. Sans données, on reste vulnérable. Et même, ça nous donne pas de moyens d'agir pour savoir comment on peut améliorer la coordination des services et améliorer nos pratiques. On travaille à l'aveugle d'une certaine façon. Juste, je voulais rajouter, moi, sur ce point de prévention de la délinquance, par exemple, l'exemple on fait pas mal d'ateliers de soutien à la parentalité en prison. Pas uniquement pour prévenir la récidive, mais on sait qu'il y a des effets génératifs de la prison, c'est-à-dire qu'il y a une reproduction aussi dans les familles. Et ce soutien à la parentalité, en fait, a cette visée aussi de prévention, peut-être de la délinquance future, non pas des personnes qui sont en prison, mais peut-être au sein de la famille. Donc, en tout cas, je pense que c'est une dimension qui nous intéresse aussi, et sur laquelle on travaille. Une dernière question. Oui, alors une petite remarque déjà donc, pour les personnes qui nous regardent depuis chez eux.
des idées, des besoins, des conseils pour savoir comment un petit peu mieux retravailler cette implantation sur l'ESPI, parce que tout le monde n'est pas doté de programmes d'évaluation. À certains points aussi que l'étape est très excentrique, c'est pas forcément si évident, mais comment retravailler, continuer de travailler cette implantation au niveau des DISP, en s'appuyant sur les référents RPO, voilà, quelles pourraient être vos idées. Avant de répondre à cette question, je vais réagir à votre question. Rapidement. Toujours rapidement. C'est chiant. C'est un problème de société. Ok, tant qu'on n'a pas évalué nos pratiques, on ne sait pas ce que ça vaut. Je reprends ce que dit Yann, et c'est en quoi je suis d'accord. Mais aujourd'hui, on sait un peu ce que ça donne, la prison. On connaît l'impact. C'est quoi les derniers discours du ministre de la Justice? Ils vont pas nous dire qu'on sait pas. On sait. On sait bien que on est en période de restriction budgétaire. Je sais pas si vous savez, hein. On est en période de restriction budgétaire. Donc on nous coûte tout. Je peux plus aller à Saint-Malo, moi, 10 € pour faire un atelier de pratique avec des collègues. Par contre, on continue à construire des prisons, hein. Donc, on va pas se mentir. Ok, il faut continuer à faire évoluer la recherche pour qu'on puisse avoir des études d'impact. Mais quel impact on va étudier? Et surtout, qu'il y ait une étude d'impact ou qu'il n'y ait pas d'étude d'impact, il y a aussi des questions politiques. Et là-dessus, on a continué à lutter d'une certaine manière. Et c'est des systèmes de balancier. Là, on est dans un balancier qui ne nous est pas favorable. Continuez à travailler en sous-main. Moi, je me dis, et pour faire le lien avec ce que tu dis, continuons à travailler en sous-main. Il faut qu'on continue. Alors, pour répondre à la question, moi, je pense qu'il faut il faut, y compris dans les services, faire des groupes d'intervision. Moi, j'y crois vachement, cette idée de se dire que on a un certain nombre de connaissances, de savoirs qui sont les nôtres en tant que professionnels. Il faut les guider, ces groupes d'intervision, sinon ça donne des groupes de discussion. Les groupes d'intervision doivent être guidés sur l'objectif de mettre en place des pratiques qui vont dans le sens des recherches, des axes de recherche. Par exemple, après une formation sur les CCP, on va mettre en place des ateliers pratiques dans lesquels on va travailler avec des collègues comment on exerce l'autorité. Parce que l'autorité, c'est un sujet bien politique. Oui, mais l'autorité. Ah ouais, l'autorité. Vas-y, pratique l'autorité, toi. Moi, l'autre jour, je suis allée avec des surveillants de prison et je leur demande, j'avais des surveillants de prison, je leur dis, pour vous, qu'est-ce qui fait autorité? Blanc. Donc, au bout d'un moment, il y en a un qui dit, l'uniforme. Alors, je dis, pour vous, l'uniforme fait autorité. C'est ce qui vous légitime. Mais, pour la personne que vous avez en face de vous, est-ce que l'uniforme fait autorité? Ou au contraire, crée une réaction par rapport à ça. Donc, la question, c'est, et on peut dire ça aux politiques, on peut leur dire, oui, nanana, faut de l'autorité, nanana, c'est bon pour les profs aussi, hein. Ici, on est dans une structure de profs, d'institut, mais pareil. Qu'est-ce qui fait autorité? Ce qui fait autorité, c'est la qualité relationnelle, et ce qui fait autorité, c'est une certaine alliance de travail clarifiée avec l'idée de savoir dire non, savoir travailler les limites, etc. Et que ce qui fait autorité, c'est le respect, le fait d'être un modèle, le fait d'avoir une constance, etc. Et ça se travaille. Donc, pour répondre à la question, il suffit pas de dire il y a qu'un faucon, encore faut-il réussir à le pratiquer par rapport à des personnes qui sont particulièrement difficiles. Donc, pour ça, moi, je crois qu'il faut pratiquer. Alimenter avec des formations, si possible, des formations pratiques, pas des formations où on va nous apprendre des formations à visée pratique. Et ensuite, derrière, il faut qu'on s'exerce, qu'on pratique et qu'on utilise nos forces à nous, praticiens, nos connaissances, pour alimenter. Et ça fonctionnera que si, d'une certaine manière, on s'autorise à le faire sans y être autorisé. Voilà. C'est-à-dire, faut pas attendre qu'on nous dise de faire comme ça, il faut le faire.
faut s'autoriser ça. Faut être libre de s'autoriser ça parce qu'on sait pourquoi on le fait. Merci beaucoup. On va vous remercier tous les trois vivement pour cette table ronde hyper intéressante. On peut les applaudir, je pense. On a une pause de 15 minutes, donc on reprend à 11h10 s'il vous plaît. Vous avez du café, là où vous en avez trouvé, voilà. Sachant qu'on n'a pas le droit de boire dans la salle, donc je vous demande de garder vos gobelets dans le hall d'entrée. Merci.